Bon, bien bonsoir à tous. Merci pour cette invitation, Julie, de participer à cette journée. Donc, je suis André Constantinescu, je suis directeur de recherche CNRS au laboratoire de mécanique des solides à l'école polytechnique et au CNRS parce qu'on a un labo commun entre les deux tutelles. Et je m'occupe des problèmes de calcul mécanique, de problèmes de fatigue et puis récemment des questions liées à la fabrication additive. D'une part sur des problèmes métalliques et d'autre part sur des questions polymères en liaison avec différents projets. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est un travail récent qu'on a fait avec Filippo Agnelli et puis Michele Tricarico. Donc Filippo, il est en thèse au laboratoire, donc il est avec un projet soutenu par la Convention normalienne française. Et puis Michele, il a été en stage de fin d'études en 2019 au laboratoire pendant 3 mois et puis il nous a aidé à démarrer ces idées-là dont je vous allez parler aujourd'hui. Donc, on va parler de ce que j'ai appelé des shape-shifting panels. Donc, ça veut dire des panneaux qui vont changer de forme sur des efforts extérieurs. Et puis, les panneaux vont être imprimés en 3D. Et puis, la particularité, c'est qu'on a une sorte de lattice qui est fait par des bandes qui sont épaisses, comme vous allez voir tout de suite. Donc, si on parle des structures qui changent leur forme, donc on parle dans la littérature d'un certain nombre de structures depuis un certain temps. Donc l'exemple que j'ai sorti ici, c'est un exemple que j'ai obtenu il y a quelques années en collaboration avec l'équipe de Chiara Dairaio qui est actuellement à Caltech. Et donc on se place cette fois-ci à une échelle micrométrique. Donc, la barre blanche que vous avez, attendez, que vous avez ici, là, c'est une barre d'échelle qui fait 50 microns. Et puis, ces fleurs de lotus ont été obtenues par un procédé de fabrication dite lithographie à 2 photons. Donc, ça veut dire que vous avez une petite boule de polymère, vous avez 2 photons qui arrivent à moins de 80 nanosecondes l'un après l'autre au même endroit. Et donc, du coup, le polymère va polymériser à cet endroit-là et vous obtenez une voxel qui fait un petit peu moins qu'un micromètre cube. Et donc, en passant avec une ligne à côté d'une autre ligne, on arrive à créer une structure. Ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est que lors de la polymérisation, on va avoir une contraction de polymérisation, ce qui fait que la structure qui a été prévue pour impression, elle ne va jamais sortir comme on l'avait prévu parce que vous avez à peu près 15% de rétrécissement sur chaque ligne dû à cette contrainte de polymérisation. Et donc, en jouant bien sur cette contrainte de polymérisation, c'est une déformation résiduelle, si vous voulez. Donc, quand vous avez votre structure, vous pouvez jouer avec la distribution de cette déformation résiduelle et créer différentes formes. Donc, ce que vous voyez ici en bas, donc, c'est des feuilles qui sont imprimées. Donc, une fois, la feuille était imprimée dans ce sens-là. L'autre fois, la feuille était imprimée en diagonale sur cette autre feuille. Et vous voyez que lors du développement de la feuille, donc au moment où on va la décoller du substrat où elle a été imprimée, ils vont s'enrouler sur elles-mêmes avec des formes différentes. Donc, ça, c'est un effet de cette contrainte de polymérisation qui est un des moteurs du changement de forme. Donc, plus récemment, la même équipe des États-Unis, avec une équipe qui est à Harvard, ils ont obtenu à partir de liquide cristallin élastomère, des structures qui arrivent à changer de forme si on change la température suivant un certain cycle. Donc, cette fois-ci, il s'agit des structures qui sont millimétriques. OK, et vous voyez la structure qui est complexe. Donc, on va essayer de voir un petit film tout à l'heure. Je vais voir si ça va fonctionner. OK, attendez.
Non. Hop là, attendez, je vais essayer de revenir en arrière. C'est un petit peu compliqué avec cette technologie. Oh, ça a démarré, pardon. On va réussir à le redémarrer. Et vous allez voir, je pense, le film. Donc, c'est une structure en liquide cristal élastomère qui est mise dans une vent d'air chaud. Et donc, vous voyez comment elle se déploie. Et en effet, compte tenu de la convection qui existe entre la partie basse et chaude devant ce panneau, la structure arrive à faire une sorte de mouvement indépendant et autocontrôlé. Donc, cette idée d'avoir des objets qui changent de forme peut être obtenue aussi par d'autres mécanismes. Donc, ici, vous avez quelques exemples qui viennent d'un étudiant, un ancien étudiant de l'équipe de Caltech qui est actuellement professeur à Stony Brook, qui s'appelle Paolo Celli. Et donc, Paolo Celli a créé une structure à gauche que vous voyez ici. C'est une structure qui est faite elle est coupée au laser, donc ça c'est fabrication subtractive si vous voulez, mais la structure est très intéressante. Et donc, au moment où vous allez appliquer un effort, ce que vous voyez ici, le petit barre d'effort ici, vous tirez là-dessous, la structure va être comprimée dans l'autre sens et elle va flamber, ce qui la sort de son plan d'origine. Okay? Donc, cette fois-ci, vous avez une combinaison entre une déformation incompatible et un phénomène de flambage qui est exploité également dans cette structure à droite, qui est aussi fait par ces bandes épaisses. Mais cette fois-ci, vous êtes à l'ordre, une épaisseur de l'ordre du centimètre, une structure qui a quelques mètres. Vous voyez ici une table et des chaises sur la terrasse sur laquelle la structure a été déposée. Okay, donc ça, c'est juste quelques exemples dans une littérature actuelle qui est très riche dans ce domaine-là. Donc, si vous voulez faire un petit résumé de ce panorama, moi, je dirais que essentiellement, quand on parle de ces structures-là, on a soit un effet de type structure, soit un effet de type matériau. Essentiellement, ce qu'on a vu, c'est ce que moi j'appellerais un effet structure où le fait que la structure va sortir de son plan, elle va se déformer. Elle a une activation qui est faite soit par une déformation incompatible, donc des contraintes résiduelles ou des déformations résiduelles de fabrication. Ça peut être un gonflement qui vient par l'injection d'un fluide dans la masse. Ça peut être un échauffement, comme vous l'avez vu avec les liquides cristallins alzomèse, mais ça peut être aussi une activation de type multiphysique où on va agir avec un champ électromagnétique pour créer ce phénomène-là. Et puis, dans quelques exemples, ce qui était important, c'est qu'on avait lancé pratiquement le flambement avec ce mécanisme-là. Donc, dans ce qu'on va regarder par la suite, on va avoir plutôt ce que moi je dirais un matériau qui à petite échelle va avoir une structure de manière à créer un gradient de propriété. Donc, par exemple, si vous avez une plaque ici, si vous avez des propriétés mécaniques qui sont différentes dans l'épaisseur, donc si le module de Young varie, au moment où vous appliquez une contrainte d'extension de compression, le moment, il ne peut pas être équilibré, donc la plaque va sortir de son plan. Et donc, on va essayer de créer un jouet dans cette catégorie-là, et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour créer des plaques avec des propriétés différentes, on s'est inspiré d'un travail qui vient de l'équipe danoise autour de Benzo et Zygmunt, qui avait travaillé sur la question suivante. Est-ce qu'on peut obtenir des lattices oxytiques, donc avec un coefficient de Poisson apparent négatif, qui tient leurs propriétés d'oxyticité à très grande échelle. Et donc ça, vous le voyez ici sur cette graphe-là. Et donc ici, vous avez le comportement d'une lattice qui était
optimisé normalement. Donc, ça, c'est cette lattice-là. Et puis, si vous mettez une contrainte sur à différents taux de déformation, vous obtenez cette lattice qui est en bas et qui vous donne ce comportement qui permet de tenir le coefficient de Poisson négatif jusqu'à 20% de la déformation. Si vous faites une comparaison entre ces deux structures, ce qu'on peut remarquer en effet, c'est que la structure d'un nom a une épaisseur qui est plutôt variable sur les petits bras ici qui vont transmettre les efforts par rapport à ces structures-là où on peut dire que les bras sont assez constants et puis on a seulement les centres de rotation qui sont un petit peu plus épaisses. Donc dans leur papier, ils avaient réussi à créer toute une famille qui couvrait des coefficients de Poisson négatif qui allaient de moins 0,8 jusqu'à 0 et puis ils avaient réussi à fabriquer ces lattices avec un procédé de dépôt de polymère chaude. Et donc, nous, on est parti de cette idée-là et on s'est dit, si on prend des lattices de cette forme-là et on va créer des couches dans une plaque, on va obtenir une plaque avec les propriétés désirées. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur ces panneaux architecturés. Et donc, le fait de créer une structure avec une structure qui, dans la section horizontale, me donne les lattices que vous avez tout à l'heure, va me rendre un 3D, une structure avec une sorte de bande épaisse qui sont ondulées et qui vont créer tout un réseau de bandes à l'intérieur de votre panneau. Donc ici, vous avez l'image de la cellule unitaire qu'on a utilisée et puis le panneau. Attendez, parce que c'est parti en avant. OK, et le panneau qu'on a utilisé. Donc, comment est-ce qu'on a créé tout ça? Donc, finalement, non. Donc, partant des images qui étaient dans le papier de Clausen, donc de l'équipe de Simon et Benso, on a créé une famille des B-splines, donc des NURBS, qui avaient des coefficients de Poisson différents et que vous voyez ici. Donc, les B-splines pris un par un sur cette partie-là sur cette partie-là ici, qui va être reproduite dans cette image-là. Vous avez chaque spline pour chaque valeur de coefficient de Poisson négatif et les points noirs vont vous donner les points de contrôle de votre surface. Maintenant, si vous allez distribuer ces B-splines sur l'auteur, donc à des hauteurs égales, on va obtenir une surface NURBS qui est cette surface qui est dessinée ici. Et vous avez de nouveau les points de contrôle de la surface. Donc, ce qui est important à voir, c'est qu'on avait imposé pour obtenir les centres de rotation exactement verticaux dans les 4 points. On a des points de contrôle qui sont égaux sur toutes les NURBS indépendantes de l'auteur à cet endroit-là. Et donc, la combinaison de ces NURBS vont créer la cellule unitaire que vous avez vue tout à l'heure. On n'est pas entré dans les détails, mais cette surface a des avantages d'optimisation parce que c'est une surface qui est exprimée par des polynômes avec des paramètres qui sont ces points de contrôle. Donc, normalement, on peut faire toutes sortes de joujoux avec cette surface-là. Ce qui nous intéressait par la suite sont d'autres questions. Donc, on voulait essentiellement regarder le couplage entre une extension dans le plan ou une compression et la capacité de la surface de fléchir et donc de sortir du plan. Donc, on a regardé un petit peu ce couplage-là. On a voulu aussi comprendre un petit peu les coefficients élastiques homogénéisés de cet objet-là qui est une plaque. On a fabriqué la place, on a la testée et vous allez voir par la suite comment ça fonctionne. Mais pour comprendre exactement d'où vient ce couplage,
on a fait une petite étude, sachant qu'aussi, il y a des gens qui essayent d'obtenir des effets similaires avec des bandes indépendantes et on voulait comprendre est-ce que l'effet de couplage qui fait sortir la plaque vient du fait que les bandes sont ondulées ou vient du fait qu'on a tout un réseau de bandes qui sont liées entre elles et c'est un effet cumulé. Et donc, l'essai numérique qu'on a fait ici, donc ici, vous prenez la bande qui est juste ondulée dans le plan, donc vous voyez un petit peu comment elle est ondulée suivant l'auteur. On va faire un essai de traction sous des conditions limites périodiques sur les parties grisâtres de ma boîte. Est-ce que vous remarquez un node, donc un node ici, vous avez la rotation suivant un axe R3 et ici, vous avez le déplacement vertical sous cet chargement-là. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'initialement, si vous prenez juste un bande qui est ondulé, il n'y a aucun déplacement vertical, donc il n'y a aucun phénomène de couplage qui apparaît. Par contre, on voit bien qu'il y a certaines parties qui commencent à tourner, comme vous avez ici les deux bandes rouges, mais ce n'est pas suffisant. Donc, deuxième étape, on a rajouté une autre bande. Hop là. Attendez. C'est la technologie ici qui n'est pas... Okay. Donc, on a rajouté une autre bande qui est celle-ci. Et donc, il y a les deux bandes qui sont maintenant couplées sur cet axe vertical. Et donc, au moment où vous allez tirer dans cette direction-là, vous voyez ici qu'il y a une petite rotation éventuellement qui se fait dans cet axe vertical, mais ça ne nous amène pas à un déplacement suivant l'axe vertical. Par contre, au moment où je veux mettre une condition de symétrie sur ce plan-là, donc ça veut dire que je crée vraiment mon réseau de bandes qui sont couplées, là, j'obtiens une rotation qui va m'amener à un déplacement vertical vers le haut dans cette partie-là et vers le bas dans d'autres parties-là. Ce qui veut dire que le mécanisme de couplage entre la partie extension et la partie flexion vient en effet du réseau des bandes et pas seulement de l'ondulation des bandes. Bon, maintenant, si vous voulez caractériser le comportement avec une élasticité, le plus simple, c'est de partir avec un comportement équivalent de plaque de Laff-Kirchhoff. Donc, on a les efforts généralisés dans le plan et le moment. Et puis, vous avez une déformation dans le plan et puis la matrice qui caractérise la courbure, le tenseur de courbure qui est couplé avec les efforts fléchis, les moments fléchissants. Donc, dans les plaques normales, donc la partie des coefficients élastiques de couplage B est égale à 0. Et donc, on a des plaques qui sont complètement couplées entre l'effort dans le plan et le fort fléchissant. Donc maintenant, si vous faites des calculs de type homogénéisation pour les 6 efforts standards ici, donc 2 extensions et puis un cisaillement et dans l'autre sens 2 flexions et une sorte de cisaillement de flexion, vous pouvez calculer complètement tous les coefficients et vous pouvez remarquer qu'un certain nombre de coefficients sont naturellement égaux à 0 compte tenu des symétries qu'on a dans le corps. On obtient aussi une symétrie de type cubique ou orthotrope, si vous voulez, dans le corps. Et puis, vous voyez un petit peu tout ce qu'on a. Donc, avec cet outil-là, maintenant, on peut maintenant faire des différents calculs pour nous rendre compte quels paramètres vont jouer dans le comportement du corps. Donc, premier paramètre auquel on s'est intéressé, c'est le module d'extension homogénéisé qui est exprimé ici sous cette forme assez complexe en fonction des coefficients de la matrice. Ce qu'on peut regarder ici dans ce graphe,
c'est que si je regarde le rapport entre le module homogénéisé et le module du matériau initial, premièrement, on a une chute assez drastique de ce module-là pour des finesses de ma architecture caractérisée par des tout petites épaisseurs des bandes. Et bien sûr que le rapport va augmenter. Donc, vous avez ici les différentes tendances en loi de puissance. Le diagramme est un log-log et on voit finalement que l'évolution du module par rapport à la fraction volumique, il se fait en puissance 1/3 du module. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que si je regarde H étoile, qui est le rapport entre l'auteur de mon panneau et la longueur de la cellule élémentaire, donc nous, on est normalement avec des panneaux qui sont autour de 0,3, donc des panneaux qui sont un petit peu plus plats que celle-ci. Donc, vous voyez qu'il y a toute une tendance qui fait fléchir ce système-là, mais ça évolue pas beaucoup. Bon, un autre module qu'on peut regarder, c'est le coefficient bêta, qui est un coefficient qui va caractériser exactement ce couplage entre l'extension et la flexion. Et puis, ce que nous dit ce graphe-là, c'est que finalement, ce qui était assez intuitif, pour avoir un bon couplage, il vous faut des plaques qui sont assez fines. Et c'est comme ça que vous obtenez les meilleures plaques. Donc, si maintenant, j'essaie de calculer l'angle, donc ici, je prends ma plaque, je vais essayer de tirer avec des conditions qui sont périodiques dans cette direction-là et dans cette direction-là. Donc, je fais cet essai de traction. Elle va se mettre sous cette courbure-là. Et si je mesure l'angle de courbure qui est θ donné ici, ce que vous pouvez remarquer qu'en fonction de certaines épaisseur, j'arrive à suivre ce type de comportement jusqu'à 20%. Donc, ça veut dire que l'angle de déflexion, de flexion, il va s'accentuer avec l'effort que je vais monter et que l'évolution est à peu près linéaire dans cette mesure-là et qu'elle dépend juste des paramètres de mon système. Bon. Donc, on va essayer d'aller plus loin et puis on va regarder quelque chose d'autre qui a donné des résultats assez étonnants. À savoir, si je fais maintenant varier le module de Young sur l'auteur de la bande, donc ici vous avez une évolution de 2 à 10, donc dans ce graphe-là. Donc ça veut dire que 2 c'est faible et 10 c'est grand et ça c'est un bleu, un rouge. Vous voyez ici, j'ai une évolution dans ce sens-là. Ici, j'ai une évolution dans l'autre sens. Au moment où j'essaie de faire l'essai de flexion, donc ça c'est mon système initial, vous voyez que je peux bien accentuer le couplage de la flexion ou je peux l'arrêter complètement. Donc ça veut dire que si j'utilise en plus des matériaux avec des propriétés à gradient, là je peux encore augmenter le système. Maintenant, on passe rapidement à la fabrication. Donc, on a fait une fabrication par fil fondu avec un Ultimaker, avec une TPU 95 avec un diamètre de 0,4 mm qui avait la propriété qu'il était suffisamment souple et qu'on pourrait aller jusqu'à 20% de déformation sans le casser. Et puis là, je veux aussi remercier le Drahi Innovation Center et spécialement Aline Beck et Gareth Patterson qui nous ont aidés avec l'impression de jouer. Et Gareth nous a aidés aussi à mettre au point le STL pour qu'il passe dans l'impression à partir du STL que nous on avait fabriqué sur ordinateur avec Mathematica dans des conditions numériques, disons. Ce qui est très intéressant avec cette structure-là, c'est que si vous faites ce que nous on a appelé un pinching test, donc si vous récupérez une plaque imprimée et si vous l'avez tirée en bas ou comprimée en bas, vous voyez qu'il y a une flexion hors plan qui se met en place
qui est suffisamment grande pour qu'elle est observable à l'œil nu dans un essai que vous faites sur la classe. Maintenant, si on passe sur un essai vraiment mécanique avec une presse, on a essayé de faire premièrement un essai d'extension, de traction, si vous voulez, où on avait accroché notre panneau avec des petits anneaux à ces deux barres-là, qui sont des barres métalliques, et qu'on les a essayés. Pourquoi on a mis des anneaux? Pour permettre plus de flexion dans les degrés de liberté d'anneaux et pour laisser encore plus le panneau à se déformer. Donc ici, vous voyez qu'on a quand même un nombre assez grand de cellules élémentaires, donc on a à peu près 5 x 5. On pensait que c'est suffisant pour vaincre les conditions limites et obtenir une courbure raisonnable qui peut se voir. Par contre, si vous regardez ici le calcul élément fini, même le calcul élément fini vous montre qu'il y a une déformation qui se voit, qui est essentiellement concentrée sur les deux bords. Donc, sur ce bord-là et sur ce bord-là ici, sachant que nous, on a tiré dans ce sens-là. Bon, donc, partant de cette observation-là, on a fait encore un autre test qu'on a appelé le pinching test, où on a tiré cette fois-ci dans un seul point concentré qui est ici. Donc, vous voyez ici qu'il y a juste un seul anneau qui a été accroché. Donc, on fait exactement la même extension et cette fois-ci, le panneau va se déformer beaucoup plus et donc on voit bien aussi qu'on obtient une déformation en V ici ou ici qui est assez impressionnante. Donc maintenant, si on veut comparer un petit peu tous ces résultats-là, donc on va regarder la déformation dans le point extrémal. Pourquoi la déformation n'est pas une courbure? Parce qu'une courbure, c'est quelque chose de local et c'était beaucoup plus difficile à comparer. Donc, ce que vous remarquez, c'est que si on est dans des conditions limites périodiques, donc ça, c'est le cas de test que vous avez ici, qu'on avait regardé tout à l'heure, on obtient cette courbe qui est assez impressionnante, assez forte. Le pinching me donne une sortie du plan un petit peu plus petite. Okay. Et puis, le test d'extension complète me donne cette évolution-là. Ce qui aussi est intéressant de voir, c'est que j'ai un comportement linéaire initialement et par exemple pour l'extension, j'arrive à une certaine saturation à un certain point. Maintenant, si vous regardez la coupe à ce niveau-là, donc au milieu, vous voyez que dans le cas de l'extension simple, la déformation est concentrée juste au bord, tandis que pour les deux autres cas, ce qu'on avait appelé le pinching test et puis les conditions limites périodiques, on a une distribution un petit peu plus grande. On peut aussi regarder et on peut mesurer le fait que le rayon de courbure obtenu dans la cellule centrale, donc ce qui est la cellule où je suis le plus loin des conditions limites, où je dois représenter au mieux le comportement global, ces deux systèmes-là ont obtenu à peu près le même résultat. Okay. Donc, qu'est-ce que je veux dire en conclusion? Donc, on a proposé une architecture pour le couplage de l'extension et de la flexion. Vous avez vu que les conditions limites précises du test jouent un rôle non négligeable dans des cas comme ça et que l'interprétation des essais demande beaucoup d'attention, donc on doit être très clair sur qu'est-ce qu'on mesure et comment on compare les différents résultats. Et puis maintenant, bon, des différents des matériaux à l'intérieur de ces structures-là. On peut s'imaginer qu'on peut mettre de l'activation avec des couplages multiphysiques, piézoélectriques, magnétiques ou ce que vous voulez. Et puis, on peut imaginer que ces panneaux, on pourrait les inclure dans différents types de structures comme les robots souples, ainsi de suite. Et je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention et la patience d'avoir attendu jusqu'à cette heure-ci. Et puis, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci André pour ta présentation. C'est super de finir la journée finalement par des applications
obtenu grâce à l'impression 3D. Alors, je vois la caméra de Grégoire qui s'est allumée. Oui, je ne veux pas monopoliser la question, mais merci André pour ta présentation. J'avais une question sur le test que tu as fait là, avec ton patch 5 par 5 de cellules et les barres qui tenaient. Tu avais l'air surpris que la déformation était surtout sur le bord. Tu Non, non, pensais que c'est ça allait surtout être pas. plus homogénéisé? Oui, je pensais que je vais réussir à passer un petit peu plus. Ce qui se passe, c'est que tu as un effet, initialement, une petite déformation, tu pars bien dans la bonne direction. Quand tu pars en grande déformation, tu vas essayer quand même de remettre le radio à plat. Donc, il va vouloir revenir sur le système. Donc, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on peut remarquer ici par le fait qu'on a une saturation quand tu arrives à peu près 10% de déformation, qui est exactement la limite entre les petites déformations et les grandes déformations. Mhm. Ok, ouais, d'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Vous n'allez pas quand même m'obliger à poser une question à mon directeur de laboratoire, là. Il va falloir que tu fasses un effort. Raphaël, merci. Je n'ai pas joué avec la casquette directe. J'allais poser une question de toute façon. Merci André pour cette présentation passionnante, ultra passionnante. Alors, je n'ai pas bien compris, peut-être tu peux juste reprendre. Tu veux mettre un gradient de propriété mécanique dans le panneau, si j'ai bien compris. Oui, donc finalement, Attends. Mais ne peux-tu pas tout aussi bien mettre un gradient d'épaisseur, puisque là, tu es dans des situations… C'est équivalent, oui, on est tout à fait d'accord. C'est équivalent, oui. Oui, mais c'est équivalent, alors n'est-ce pas plus simple? Parce qu'en fait, tu vas jouer sur les flexions. Et je ne sais pas, jouer sur les propriétés des matériaux, là, ça ne me semble pas si trivial. Mais si tu me dis que c'est équivalent, je comprends mieux. Parce qu'en effet, les bandes qu'on a, les bandes verticales, sont des coques. Donc, si tu joues sur l'épaisseur et si tu joues sur l'élasticité, c'est pareil, ça va rien changer à leur propriété. Donc, on peut les contrôler de deux manières différentes. Mais compte tenu du fait que tu imprimes, tu peux aussi imaginer que tu imprimes la première couche avec un matériau, la deuxième avec une deuxième, et tu continues ainsi. C'est ça, je comprends. Donc, je pense que ça ouvre certaines idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oui, tout à fait. Je ne pense pas que c'est une solution ultime. Je pense pas que c'est un jouet assez sympathique. Oui. C'était étonnant parce qu'on ne s'attendait pas. Ouais. Mais si je peux continuer, des gens sur de hydromécanique ou de thermomécanique, des actionneurs comme cela, ça a déjà été fait, des petites vis. Mais là, tu soulèves quelque chose de plus intéressant avec cette histoire d'hétérogénéité. Ça renforce en fait. Oui, après, je pense qu'en utilisant des techniques comme Grégoire avait développé avec Perle Geoffroy, je pense, tu peux aussi imaginer des surfaces dans lesquelles tu vas varier la taille des cellules, leurs propriétés, et tu distribues des modules de couplage qui sont différents dans le plan. Donc, tu vas avoir une réponse hétérogène dans le plan. Et après, tu vas chercher l'épaisseur ou les propriétés matériaux. Exactement, oui. Associés. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question pour André? Il y a Grégoire qui a relevé la main. Oui, juste ce que tu nous as expliqué sur ce motif-là, tu ne l'as pas fait par optimisation, tu l'as fait entre guillemets à la main, c'est ça? Oui. En fait, tu pourrais éventuellement faire tourner un algorithme d'optimisation, même si tu c'est paramètres. ça qu'on va essayer maintenant, oui. Et c'est ça qu'on essaie de faire maintenant avec Philippon, oui. Ok. Merci.